Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'écho sur France 24. Détroit en faillite, la ville américaine berceau de l'automobile demande à ses créanciers de restructurer sa dette. La ruine est envisageable dans l'une de nos municipalités. La France pourrait-elle faire défaut comme l'Argentine ou la Grèce? C'est le scénario à l'origine du roman La nuit de la faillite aux éditions Grasset. Son auteur, philosophe, normalien et agrégé, fut aussi la plume de Christine Lagarde à Bercy et conseiller à la BERD, la Banque européenne de reconstruction et de développement. Il préside aujourd'hui le think tank libéral Génération Libre. Gaspard Koenig est mon invité. Bonjour, merci beaucoup d'être avec Stéphanie. nous. Alors comment un philosophe comme vous, normalien agrégé, a-t-il pu bâtir un roman sur un scénario économique, la faillite de la France, comme l'Argentine en 2001, comme la Grèce? Oui. Mais ce n'est pas seulement un scénario économique pour moi, c'est un scénario moral aussi, parce qu'on fait défaut sur sa dette, parce qu'on n'a pas réussi à assurer un certain train de vie à son État. Et donc c'est aussi un problème de génération, c'est aussi un problème social, et c'est aussi un problème culturel finalement. Donc cette crise de la dette n'est que le symptôme d'un problème d'âme du pays. C'est ça qui vous a intéressé en particulier, de parler justement de votre pays alors? C'est ça qui m'a intéressé. Et je pense qu'on est dans un conflit de génération très fort aujourd'hui et que la dette que la génération précédente laisse en héritage à notre génération est la manifestation la plus concrète de ce conflit. Et que donc la faillite de la France, c'est aussi le bras d'honneur des jeunes générations à leurs ancêtres. Alors votre passage à Bercy, vous avez été la plume de Christine Lagarde. Est-ce qu'elle a participé à cette inspiration? Ça m'a permis en tout cas de connaître un petit peu, ou du moins en tant que spectateur muet, les coulisses et les lieux aussi qui sont importants pour un romancier, de pouvoir décrire de Bercy, de l'Élysée, des trajets en chauffeur, du Bourget, des avions. Et donc ça fournit de la matière romanesque. Et puis ça m'a permis aussi de comprendre un peu comment fonctionnaient ces personnalités, les gens du Trésor, et les conseillers de la présidence qui, ne changent pas beaucoup entre la gauche et la droite. C'est toujours un peu le même profil. Et donc c'était très instructif. Et puis évidemment, ça m'a permis de mettre un peu la main dans le cambouis de l'économie que je ne connaissais pas du tout avant. Alors le ton est impertinent, hein, c'est très bien écrit. Alors justement, vous parliez de ces coulisses, c'est un huis clos et tout commence finalement par une note de la Banque Centrale Européenne qui a fuité et qui parle justement de la mise en faillite de la France au moment où les taux d'intérêt explosent. Cette fuite fait bien sûr le tour des agences de presse et vous avez le trader à New York qui commence à parier sur la faillite de la France. Et puis François Hollande, dans le livre, qui finit par déclarer le défaut de la France, encouragé d'ailleurs par Angela Merkel. Et tout ça se passe pendant une nuit. Les personnages ne sont pas fictifs puisque vous avez vraiment François Hollande, Pierre Moscovici et Emmanuel Macron, secrétaire adjoint de l'Élysée. En revanche, le directeur du Trésor, lui, on ne cite pas son nom. Alors pourquoi ce choix justement d'avoir gardé certains personnages, le nom de certains personnages et pas d'autres? Ce qu'on s'était dit tout simplement, c'est que les personnages publics et qui assument leur rôle public, comme les ministres ou le président, c'est normal finalement qu'ils s'exposent à la satire des écrivains. Et depuis Juvénal, les écrivains ont toujours été eux-mêmes, ont exercé leur mauvaise foi, leur style, leur talent ou leur absence de talent sur les personnages publics. Donc c'est tout à fait normal qu'ils deviennent aussi les guignols des plumitifs. En revanche, des hauts fonctionnaires qui n'ont rien demandé à personne, je préfère les laisser dans leur anonymat, je trouve ça plus juste. Alors ce choix, on ne sait pas très bien pourquoi finalement François Hollande, dans votre livre, décide que la France doit faire faillite. Est-ce que vous pensez que c'est un choix crédible? Mais d'abord, vous faites partie justement, vous avez créé Génération Libre, qui est un think tank engagé, libéral. En fait, on a commencé dans Génération Libre par un rapport beaucoup plus sérieux pour le coup, et bien que je n'ai pas rédigé moi-même naturellement, puisque j'ai fait appel à des spécialistes, sur la possibilité d'une restructuration de la dette souveraine française. Et quand on creuse un peu ce sujet, on s'aperçoit que c'est un scénario qui est de plus en plus évoqué, à la fois à Bruxelles et à Washington, qu'il y a des gens qui travaillent dessus, que le chief économiste de Citigroup a fait un rapport en mai qui s'appelait « Why Governments Default », où il anticipe une série de restructurations souveraines dans les pays industrialisés de la zone euro. Donc c'est quelque chose que Mario Soares, qui est une des grandes figures de la démocratie portugaise, a appelé au défaut portugais. La Grèce a fait défaut. Donc c'est quelque chose, donc on atteint des niveaux de dette qui sont historiques en temps de paix, 100% en moyenne dans les pays de l'OCDE. Donc l'idée d'un défaut organisé de la zone euro sous certaines conditions est quelque chose dont la France ferait partie. Dont la France ferait partie, et la France est probablement aujourd'hui un des pays les plus exposés, et quelque chose d'abord qui est discuté aujourd'hui, et ensuite a des vrais, pour le libéral que je suis, des vrais fondements historiques. C'est-à-dire que si vous prenez les libéraux, un peu les pères fondateurs du libéralisme au XVIIIe siècle, j'ai retrouvé des textes de Adam Smith et encore plus de David Hume ou même de Montesquieu qui appellent à la banqueroute de l'Angleterre à l'époque parce qu'ils considèrent qu'il n'y a pas pire fléau que l'endettement
et que quand on ne peut plus remettre sa dette sur une courbe soutenable, il y a un moment, on est pris dans un cercle vicieux, c'est bien tout le travail du FMI d'ailleurs, et il y a un moment où la restructuration de la dette est une solution préférable à un remboursement Ce qui a été fait pendant le directoire. Vous en parlez Alors voilà, peu, c'est la dernière fois que la France a fait défaut sur sa dette, c'était en 1797, c'était la banqueroute des 2/3. Et le ministre des Finances de l'époque, Dominique Ramel, avait une très belle phrase qui, à mon avis, résume un peu la situation actuelle. C'était j'efface les conséquences des erreurs du passé pour donner à l'État un avenir. Et alors, naturellement, idéalement, une restructuration de ce type, ça se fait en accord avec les créanciers, c'est-à-dire c'est négocié. Donc, dans le rapport qu'on avait fait... Négocier, organisé. Négocier, organisé, ça se fait à froid parce que vous parliez de l'Argentine, mais il y a des faillites réussies. La faillite de l'Uruguay, par exemple, de 2004, c'est une restructuration légère, faite en accord avec les créanciers. Le lendemain de la restructuration, les taux d'intérêt sur les obligations souveraines uruguayennes ont baissé. Parce qu'on comprenait que le pays... ce n'est pas vraiment transposable, puisqu'on regarde le défaut de la Grèce, ça ne se passe pas très bien. Et puis d'ailleurs, vous le dites très bien dans votre livre. Ils l'ont fait au dernier moment, c'est ça le problème. S'ils avaient fait défaut en 2010, c'est ce que reconnaît le FMI aujourd'hui d'ailleurs, s'ils avaient fait défaut en 2010, ça se serait beaucoup mieux passé. Certains le soutenaient à l'époque, mais on sait qui paye l'addition. Gaspard Koenig, vous le dites d'ailleurs dans votre livre, ce sont les petits épargnants qui se retrouvent devant les guichets de leur banque, qui tout d'un coup, l'épargne part en fumée. Et d'ailleurs, vous le montrez dans votre livre, et le père immigré qui lui donc est intégré en France, a travaillé toute sa vie, il se retrouve l'épargnant qui subit cette restructuration de dette, alors que son fils, qui est devenu un trader à Wall Street, lui parie sur la faillite de la France, et lui s'enrichit à millions. Donc on sent bien tout de même qu'en termes de coûts pour les habitants, c'est quand même quelque chose de dramatique. Et d'ailleurs en Argentine, vous le savez, ça a été extrêmement dramatique. Oui, alors bon, évidemment, comme il y a énormément d'ambiguïté, et effectivement ces deux personnages que je mets en scène illustrent cette ambiguïté profonde de la restructuration. Il y en a qui perdent, il y en a qui gagnent. Mais je pense qu'en termes d'arbitrage politique global, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui en France, ceux qui détiennent le plus de dettes souveraines, ce sont les assurances-vie. Donc les premiers à payer, ce seront les plus de 55 ans qui détiennent en grande majorité les assurances-vie. Et je m'aventure un peu, mais en termes d'arbitrage politique global, on peut tout à fait défendre le fait que ceux qui ont levé la dette depuis 35 ans l'ont levée sans, comme vous le savez, pouvoir tenir un budget en équilibre depuis 1974, l'ont fait pour se payer leurs dépenses de fonctionnement, 95%, et pas les dépenses d'investissement. Et aujourd'hui, ils demandent à leurs enfants de payer pour des choses qu'ils ont déjà consommées, qui sont déjà parties, qui sont déjà enfumées, payées pour leurs transferts sociaux. Profiter leurs enfants aussi, peut-être, avec le système éducatif. Oui, et donc, il y a une certaine justice, finalement, de dire, maintenant, c'est vous qui allez payer. C'est vous qui allez payer. Alors, vous parlez beaucoup de ce conflit de génération. D'ailleurs, il y a une tribune que vous titrée « Lettre au père prodigue », où vous dites cela, nous sommes les enfants de l'amour libre et du plein emploi, les rejetons d'une génération bénie, bercée de la ritournelle d'une France victorieuse et prospère, entretenue dans le mythe de la gratuité et des services publics à foison, qui a grandi dans les plaisirs de l'individualisme et du rock'n'roll. Donc c'est cette génération qui, à votre avis, Gaspard Koenig, est responsable de la crise actuelle. Qui a pris les députés ont 60 ans de moyenne d'âge en France. La génération 68 a imposé à la fois son idéologie à l'université, je sais bien parce qu'ayant étudié la philosophie, le bouleversement de mai 68 dans l'université fait que quand vous étudiez la philo en France, vous êtes obligé d'être de gauche et Marceau quelque chose, ou néo-Marceau, Heidegger quelque chose. On n'enseigne quasiment plus la philosophie libérale. Donc ils nous ont imposé leur idéologie et ils ont laissé filer les dépenses publiques pour se payer leurs assurances chômage à 6 000 euros, leur retraite à 60 ans, enfin leur service public, la gratuité de tout. Et la responsabilité des traders, des banquiers, de la dérégulation des années 90 dans la crise? Au contraire, honnêtement, la dérégulation des marchés, c'est ce qui a permis à la France de s'endetter à des taux plus bas. Avant, la France s'endettait à 5-6%, puisqu'elle avait affaire à un marché essentiellement intérieur. Il y a eu tous les abus liés à cette déréglementation généralisée. Non, lesquels, nous, ça permet à la France, cette déréglementation, de profiter de l'épargne mondiale et de s'endetter à 2%. Si les marchés financiers n'avaient pas été libéralisés, on ne pourrait pas s'endetter à 2%. Donc je dirais, la responsabilité, et c'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'un marxiste vous dira, parce que étonnamment, le Front de gauche, il appelle aussi à la banqueroute. Mais l'extrême gauche vous dira, c'est la responsabilité du créancier. Et donc, ce sont les banques qui doivent payer. Et donc, on fait un défaut unilatéral. Donc, le libéral vous dira, pour un scénario qui n'est finalement pas si différent, c'est la responsabilité du débiteur. Et donc, il faut au contraire négocier cette restructuration de dette avec le créancier de manière la plus rationnelle possible. Mais celui qui est responsable, celui qui doit vraiment porter le fardeau, c'est le débiteur
qui s'est endetté au-delà de ses possibilités. Alors pour terminer, vous avez dit, pour fuir les lourdeurs et les scléroses de la République, vous avez écrit plutôt, hein, un nombre croissant d'entre nous s'exile, le nombre de Français inscrits sur les listes consulaires augmente de 3% par an en moyenne. Vous êtes installé à Londres, est-ce la raison pour laquelle vous êtes installé en Angleterre, pour fuir les lourdeurs et les scléroses de la République? Bon, après, il y a les hasards des parcours individuels, mais ce que j'ai constaté en allant en Angleterre, où il y a entre 300 et 400 000 Français, c'est que les Français qui viennent ne viennent pas d'abord pour l'amour de la cuisine anglaise ni de la reine. Ils viennent pour des raisons économiques, et ce ne sont pas seulement les banquiers. D'ailleurs, maintenant, c'est une grande minorité. C'est une socialiste qui a été élue représentante des Français de l'étranger dans cette région du monde. C'est énormément des serveurs, des jeunes designers, des jeunes entrepreneurs. Enfin, il y a absolument toutes les catégories sociales qui viennent. Mais que trouvent-ils justement en Mais Angleterre? le point commun de ces catégories, c'est qu'ils sont dynamiques. Ils ont l'impression de ne plus pouvoir avancer en France. Et je vous parle des serveurs. Quand vous allez dans un restaurant en Angleterre, vous avez une chance sur deux d'être servi par un Français. Et en Angleterre, il y a un trait commun, ou une conviction commune de tous ces gens, c'est la flexibilité du marché du travail. C'est quelque chose que tout le monde comprend du trader au serveur. Ils peuvent se faire virer du jour au lendemain, mais du coup, ils ont des jobs plus facilement, et ils peuvent monter plus facilement dans leur job. En tout cas, vous pourriez revenir un peu plus en France? Je reviendrai davantage en France, parce que j'espère que cette génération qui a émigré et qui a été au contact du monde, maintenant va revenir et essayer de changer son pays. Merci Gaspard Koenig d'avoir été mon invité. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité de l'Écho. Restez avec nous.